C'est tout, le 25.12. 2025, nous sommes dans la 4e année et c'est le 305e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport de situation quotidien, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons une attaque Storm Shadow contre une raffinerie russe. Donc c'est une véritable nouveauté. Nous voyons différents gains de terrain des deux côtés qui dépassent parfois une simple rangée d'arbres. Nous voyons aussi des critiques envers l'état-major général russe, qui lutte toujours avec les mensonges autour de Kupiansk. Comme beaucoup d'autres choses, la guerre ne connaît pas de jour férié, tout comme moi je ne connais pas de jour férié, sinon vous ne m'entendriez pas en ce moment. Un bref moment de normalité a eu lieu sur le front ouest en 1914. Hier, il y a exactement 111 ans, il y a eu sur le front ouest un événement historique dont je ne pouvais évidemment pas manquer de parler. La trêve de Noël. Un court cessez-le-feu, qui reste malheureusement unique à ce jour et qui était véritablement révolutionnaire. Car il a été négocié de manière autonome par de simples soldats au front et non par les politiciens ou les chefs des forces armées. Hier, un épisode spécial de Noël est sorti, que j'ai rendu plus accessible pour vous. Je serais ravi si vous pouviez y jeter un œil plus tard, si ce n'est pas déjà fait. À la fin de la vidéo, vous le verrez à nouveau mentionné dans le générique. Dans la région de Soumy, les Ukrainiens ont perdu le nord d'Andriivka. Les Russes ont repris et contrôlent à nouveau cette zone difficile d'accès. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens n'ont pas su maintenir leur élan et n'ont pas pu prendre le contrôle total des localités de Kostiantynivka ou Oleksivka. Cela leur coûte maintenant ce secteur du front et cela va bien sûr encourager les Russes à continuer à s'étendre. Je parie que d'ici le nouvel an, nous verrons un autre gain russe ici, probablement quelque part dans cette poche du front. Pourquoi en est-il ainsi ? Oui, c'est très clair. Les Ukrainiens ont pu reprendre Kintrativka ici une fois, ils ont aussi pu reprendre Andriivka, et ils sont également ont pénétré ici à Oleksivka. On ignore s'ils sont toujours à ce niveau. Ma dernière mise à jour de ce secteur date de plusieurs semaines. Mais je n'ai pas non plus vu de grande géolocalisation qui pourrait m'éprouver le contraire. Le problème, c'est qu'ils ont continué à avancer là-bas, ont frappé ici pour annoncer d'autres gains ici. Ils possèdent dans ce territoire entre deux bras de rivière, mais les Ukrainiens sont de plus en plus hostiles. C'est vérifiable. Les Russes ont essayé d'atteindre l'autre rive en utilisant des vedettes rapides depuis ce côté-ci. Les Ukrainiens les ont souvent stoppés avec des drones Amikats, comme je l'avais montré dans le rapport de situation. Mais maintenant, les Ukrainiens n'ont plus continué. Ils avaient désormais une bonne occasion d'avancer vers Kostiantynivka, la seule autre liaison russe venant du territoire russe. Et en fait, plus ou moins uniquement par cette route ici, qu'ils ont emprunté pour descendre ici, afin d'atteindre à nouveau Kostiantynivka. Parce qu'il y a une rivière qui passe ici en haut, qu'ils avaient du mal à traverser. Ils ont aussi été isolés de leur groupe d'armée, car celui-ci ne pouvait avancer à cause d'un plan d'eau, comme mentionné. Cela veut dire que les Ukrainiens avaient fort de bonnes chances de prendre cet endroit ici. Mais en même temps, ils étaient aussi en combat ici à Oleksivka, et n'ont pas pu non plus conquérir complètement cet endroit. À partir d'un certain moment, ils se sont arrêtés et depuis, nous n'avons plus eu de nouvelles d'eux. Si on laisse ces deux endroits ainsi, les Russes renforceront leurs effectifs, même si cela a pris un certain temps avant de lancer une contre-attaque, et ils l'ont maintenant menée. Cette zone est maintenant de nouveau sous contrôle russe. Bientôt, ils tenteront sans doute de reprendre le contrôle ici et à Oleksivka si les Ukrainiens n'agissent pas. L'état-major ukrainien a confirmé une frappe réussie sur la raffinerie de Novochatchinsk dans la région russe de Rostov. Selon les informations ukrainiennes, des unités de l'armée de l'air ont attaqué la raffinerie avec des missiles de croisière Storm Shadow lancés depuis les airs, plusieurs explosions ayant été montrées et la cible étant considérée comme détruite. L'installation est un fournisseur clé de diesel et de kérosène pour les forces armées russes, ce qui lui confère une importance militaire et logistique immédiate. Elle a été touchée dans tous les cas, ou du moins il y a un incendie ici. Il est très inhabituel de voir un missile de croisière Storm Shadow dans une région russe, surtout près d'une raffinerie. La dernière fois que je me souviens avoir vu une attaque de Storm Shadow sur le territoire russe, c'était lors des combats dans la région de Koursk, où les Ukrainiens ont frappé le quartier général de la 810e, ou de la 40e brigade d'infanterie de marine début d'année. Voir une telle frappe sur une raffinerie de pétrole en Russie, c'est évidemment nouveau. Actuellement, je me base pour l'attaque au Storm Shadow sur les infos ukrainiennes ou des témoins russes. Cependant, il n'existe pas encore de vidéo à ce sujet. Mais il y a aussi eu une alerte aux missiles dans la région. Pourquoi ? Pourquoi ne peut-on pas se promener ainsi, en plein champ ?
Réfléchissez un peu. En fait, tout le monde devrait le savoir, sauf ces soldats russes, bien que techniquement ce sont des soldats russes, mais ce sont surtout des Tchétchènes. On constate que la brigade TikTok tchétchène a souvent évité le front ces dernières années, ou qu'ils préféraient sacrifier les membres des forces armées russes, alors qu'ils se présentaient comme troupes d'élite ou responsables réseaux sociaux loin du front. Sinon, ils sauraient qu'il ne faut pas rester aussi proche, car le prochain mortier ou artilleur aurait alors un tir facile. C'est exactement ce qui s'est passé. Quelques tirs suffisent à causer un maximum de dégâts. Mais comme on dit si bien, on apprend par la douleur, la motivation vient de l'effroi. Récemment, le blogueur militaire russe Romanov a dénoncé que la situation à Kupiansk résulte de fausses déclarations des supérieurs. Les gains territoriaux inexistants sont rapportés vers le haut. Là, il s'est déjà un peu trop approché de la fenêtre. Mais il y a beaucoup plus de personnes moins connues qui ont exprimé des critiques moins directes et qui sont déjà tombées par la fenêtre. Mais maintenant, il insiste encore. Selon sa nouvelle version, la ville n'a jamais été entièrement sous contrôle russe à aucun moment, comme je l'avais également affirmé à l'époque. Elle n'était occupée que par de petits groupes isolés de 2 ou 3 hommes mêlés aux forces ukrainiennes en ville et désormais en partie encerclés. Romanov en tient pour responsable un système de commandement dysfonctionnel dans lequel on peut transmettre vers le haut des rapports de succès embellis, ce qui fausse la situation réelle et favorise des erreurs opérationnelles. Cela finira par briser le coup des Russes, surtout si cela se poursuit massivement ici. Les spectateurs assidus trouveront cela peut-être familier. En effet, dès le 17.01.2024, j'ai expliqué exactement ce problème et ses conséquences dans ma vidéo, à propos de la structure et de la tactique d'une compagnie d'assaut russe. Quand un soldat signale qu'un bâtiment est pris, un sous-officier annonce la rue, un officier le quartier, l'officier d'état-major le district et le général toute la ville. Par la suite, les autres unités recevront aussi ces fausses informations et entreront dans des zones dites sûres, pendant que les Ukrainiens n'attendent que l'embuscade et se demandent pourquoi on sacrifie tout un groupe. Un autre soldat russe laisse entendre dans un message que la situation réelle à Kupiansk ne parvient apparemment pas complètement jusqu'au plus haut niveau de commandement. Il affirme que les rapports de situation sont mal transmis, que personne ne sait réellement ce qui se passe et que Poutine n'a donc pas une vision complète. Il estime que Gerasimov, chef de l'état-major russe, doit clarifier cela, mais il ne le fera pas. Ayant déjà eu des ennuis pour cela, il devrait de nouveau admettre, à cause de ces fausses informations, que la situation au front n'a pas changé et était inventée. De plus, l'un de ses généraux vient d'être nommé héros de la Russie par Poutine. Avoir menti lui briserait le cou, et cet homme n'a pas autant de cran, car il devrait alors admettre que ses propres subordonnés, sous sa direction, lui mentent en face et qu'il a donc aussi menti à Poutine en face. La loyauté compte toujours plus que l'expérience ou la compétence au Kremlin. Soldats du 225e. D'après eux, les soldats du 225e régiment d'assaut et du 20e corps d'armée ont repris 4 localités dans la région de Dnipropetrovsk. 2 lors d'attaques des 2 derniers mois, 2 autres ces dernières heures. L'opération aurait duré plus de 100 jours pendant cette période, c'est surtout la 3e. Bataillon du 225e régiment d'assaut ayant tenu les positions et mené plusieurs attaques pour stabiliser et reprendre le terrain. C'est quand même intéressant. 100 jours pour ces 4 petits villages ici. Il faudrait y réfléchir. Il y a maintenant cette bande de morts causée par les drones, à travers laquelle on ne passe presque plus. On a souvent vu de grands convois, ils sont détruits là-dedans. Au final, seule une bande de 20 à 40 km de large est praticable. En avançant avec de petits groupes de soldats, très dispersés, parfois seulement 2 ou 3 hommes, si c'est même possible. Cachés dans des trous proches, avancer chaque nuit de quelques mètres, creuser un nouveau trou, se cacher, et répéter cela sur plusieurs kilomètres. C'est la seule façon de traverser ici plus ou moins indemne, ou avec beaucoup de chance. Et cela peut durer terriblement longtemps, surtout si l'on regarde le début de la guerre, où des villages ont été conquis puis repris à plusieurs reprises. Et cela en l'espace de quelques semaines. Et maintenant, on voit qu'il a fallu 100 jours pour cette petite zone ici. Et cela avec un grand nombre de soldats, c'est effectivement une évolution très intéressante dans cette guerre. Vous savez, je connais quelques soldats de ce régiment précisément, qui ont pu me le confirmer personnellement, mais ce n'est même pas la question. Ce que je veux vraiment dire, c'est que le régiment a de nouveau fière allure. Je n'ai presque jamais vu une évolution aussi incroyable dans une autre unité ukrainienne.
D'une unité de défense territoriale quasi inconnue et défensive à une unité d'assaut puissante et non entraînée, qui a toujours réussi jusqu'à présent ou presque jamais connu d'échec. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Près de Toretsk, le régiment ukrainien Phénix pour système sans pilote a repoussé une attaque russe combinée. Des opérateurs de drones des gardes frontières ont détruit des chars russes et un groupe à moto, stoppant l'avancée dès le début. Et nous voici de retour dans la zone mortelle que nous venons de mentionner. Il est extrêmement difficile de traverser ici, surtout si l'on essaye de progresser avec des véhicules voyants, et cela inclut désormais aussi les motos. Un remerciement tout particulier va aux membres de la chaîne Alga Crew et surtout au lieutenant-colonel Renneke, Robert Silla et Dietrich. Et comme toujours, je vous remercie de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.